Je dispose donc de trop peu de temps pour me livrer peut-être pas, à quelques considérations épistémologiques pourtant nécessaires que ce soit. Laissez-moi pourtant formuler quelques-unes de ces considérations épistémologiques en ouverture de la discussion. Je propose ceci, que ce n'est pas en luttant contre la barbarie, contre la tyrannie de la barbarie, qu'on parvient à l'abattre, mais en comprenant les mécanismes qu'on parvient éventuellement à ne pas la subir, voire à la désirer. Par ailleurs, la causalité psychique d'un phénomène humain, la radicalisation, n'est ni unique ni exclusive d'autres causalités, d'autres rationalités. Et la barbarie est un phénomène humain, sauf à rejeter les barbares hors de la condition humaine, en vertu de quoi l'on agirait comme eux, d'une part, et l'on cliverait les deux grandes pulsions humaines qui nous agitent, Éros et Arès, l'amour et la haine. La rationalité psychique est donc ici en jeu. Elle est doublement en ceci qu'elle nous aide à comprendre ce qui, sans cela, demeure impensable, inassimilable, inélaborable, et qui fait le lit des passages à l'acte à venir. Elle nous invite également à procéder à une généalogie psychique et sociale de la radicalité, autrement dit à essayer de répondre à la question comment l'histoire inévitablement complexe et inévitablement familiale d'un sujet peut-elle conduire celui-ci à ces bifurcations biographiques radicales pour le précipiter dans un devenir mortifère pour autrui et ou pour lui-même. Autrement dit, envisager les choses sous l'angle du déterminisme psychique nous invite à poser la question nécessaire des conditions de possibilité inévitablement familiales de la radicalité de certains engagements subjectifs, de sorte possiblement d'en prévenir l'occurrence. Laissons également, faute de temps, en suspens la question métapsychologique de la généralisation des causes des ruptures dans des trajectoires éminemment singulières, pour n'évoquer que quelques grands enjeux, on va dire les lois anthropologiques et leurs écueils. Ces grands enjeux président à la mise en route du processus de subjectivation qui vient à être abîmé des fois. Nous en évoquions immédiatement un, on pourrait le signaler et le rappeler. Lorsque les deux grandes pulsions qui nous animent, l'amour et la haine, se distinguent au point de se cliver, se séparent au point de s'ignorer l'une l'autre, on a là, dans le psychisme humain, me semble-t-il, c'est une proposition, le terreau de la radicalisation. Or, c'est dans le creuset des liens familiaux où se constitue tout sujet que la combinaison, donc la pacification des pulsions, se fait. Pourquoi la guerre, interroge Freud dans sa discussion avec Einstein. Il serait vain, dit-il tout de suite, de dénier à l'humain l'importance de la pulsion de destruction qui l'anime. Il s'agit au contraire de la lier aux autres pulsions par l'effet de la culture et des identifications, donc de l'éducation. Sans qu'elle ait à le poser comme but à atteindre, la démarche analytique va nous permettre de rencontrer les figures intimes, secrètes de la barbarie que les liens familiaux ont vocation d'acculturer. Appétit cannibalique, vœux de mort, mouvements incestueux, appétence sadique et masochistique, fantasmes vengeurs, pulsion de destruction des figures parentales et de ce qui en tient lieu. Or, au dehors, circulent, comme au dedans, ces figures de l'emprise et les mouvements pulsionnels qui animent avec une ambivalence qui ne nous surprend plus, puisque nous l'accueillons, la vie psychique, donc sociale, des petits et des grands sujets. Pas de liens familiaux, pas de subjectivation, donc pas de pacification des pulsions. Et le malaise actuel dans la filiation, donc dans la transmission, n'est pas sans effet sur le destin des générations suivantes. Et si les pères ont mangé les raisins verts et que les enfants en eurent les dents gâtées, il n'y a pas là, aimait à rappeler Françoise Dolto, il n'y a pas là faute, il y a fait. C'est dire le caractère crucial du fait familial dans les destinées subjectives, dont les liens primordiaux dans lesquels elles s'inscrivent constituent le terreau fécond ou non d'une construction subjective à penser d'emblée à l'intersection des liens de filiation, c'est-à-dire des rapports de génération, et des liens d'alliance, c'est-à-dire des rapports de genre. Ce en quoi, faut-il encore le rappeler, Freud avait raison de soutenir qu'il n'y a de psychologie que sociale. Cette inscription primordiale et nécessaire dans le désir et dans l'histoire de l'autre parental ou de l'autre familial, c'est la formulation que je propose, cette inscription primordiale et nécessaire tient à ceci que notre condition initiale d'immaturité, Hilflosigkeit, disait Freud, nous voue à une dépendance nécessaire et première
qui n'a rien à envier à ce lien toxique que l'on qualifie plus tard d'emprise. Nous avons développé ceci ailleurs, que cette dépendance du petit homme à l'autre parental, comme condition inaugurale de l'engagement dans le processus subjectif, conditionne grandement le destin de l'humain, y compris ses atermoiements et éventuelles autres dérives. Car c'est sur le registre de l'emprise, par un effet de déplacement que nous ne ferons ici qu'évoquer, que l'homme, en errance subjective, déplie son existence pour la mettre en récit héroïque et tragique, sous la bannière ou la croix d'un discours totalitaire. Étienne de la Boétie a 16 ans lorsqu'il écrit « Chose vraiment surprenante, c'est de voir des millions de millions d'hommes misérablement asservis et soumis, tête baissée, à un joug déplorable, non qu'ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient pas redouter puisqu'il est seul, ni chérir puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. » Nous appuyant sur cette thèse et la clinique des liens familiaux et du soutien à la parentalité que nous pratiquons, et particulièrement soutien à la parentalité à l'adolescence, nous avons formulé cette hypothèse que la sortie de la dépendance infantile à l'autre parental requiert elle-même des conditions favorables dont nous pensons qu'elles ne sont, dans l'état actuel du lien social, peu ou pas suffisamment réunies. C'est là la condition de la modernité que de n'offrir que peu de repères symboliques aux impétrants, aux nouveaux venus au social, disait Hannah Arendt, de nature à orienter des existences en quête d'identité et de sens. Le discours radical tient lieu de palliatif au vide de sens dans lequel l'adolescence les plonge lorsque l'emprise parentale devient superfétatoire et qu'aucune alternative ni digne de ce nom n'est proposée. Ils, ces jeunes tentés par le djihadisme, par les engagements extrêmes, ils lâchent une proie devenue toxique, la dépendance infantile à une histoire familiale chaotique, pour une ombre potentiellement maléfique. Ils choisissent la religion, le suicide, le repli narcissique sur un monde virtuel ou le djihad qui les condense tous. En tant qu'elle, cette ombre maléfique reste seule à encore offrir à ce jour un discours téléologique, une Weltanschauung, c'est-à-dire un grand récit, aurait dit Lyotard. Ils sont les descendants blessés, hantés par des traumas vécus, commis et transmis par leurs parents et leurs grands-parents, condamnés à les revivre sur le mode du passage à l'acte vengeur, d'un legs impensé, faute de pouvoir les sublimer dans une culture d'accueil qui est aussi celle à laquelle ils ont tant à reprocher. Lorsque les idéaux du moi font défaut, le moi idéal parental, familial ou communautaire, fracassé éventuellement sur plusieurs générations, impose sa logique narcissique. Et la culture d'accueil, c'est-à-dire nous, plutôt que de les aider à réparer les dommages commis et transmis de génération en génération, ghettoise, voire ostracise, jusqu'à exclure de l'humanité. Le nihilisme actuel, qui trouve une forme tout à fait étonnante de mise en récit paradoxalement salvateur dans cette théorie prédictive de l'effondrement imminent, la collapsologie, où l'on voit la pulsion de mort triompher au moins imaginairement, produit un besoin d'idole chez des êtres qui, amorçant cette délicate transition qu'est l'adolescence, sont en recherche de pairs, de repères, d'un discours dans lequel se situer subjectivement et prendre place sociale. En cela, les engagements extrêmes font symptôme, c'est-à-dire provocation. Provocation est toujours un appel à l'autre. Encore faut-il qu'il y ait un autre qui soit là pour y répondre. Alors, quelle perspective, quel traitement ? Je suis sûr que vous avez envie, au moins certains d'entre vous, que je sois un peu concret. Dans cette approche psychanalytique du traitement du fait radical par la voie de la famille, lutter contre la radicalisation prend sens d'en prévenir autant que faire se peut l'occurrence. On va dire 5 minutes. Mais peut-on lutter contre un symptôme ? Non. La métapsychologie freudienne, que confirme la clinique, nous a enseigné depuis belle lurette qu'à prévenir l'apparition d'un symptôme, on ne faisait qu'en renforcer l'occurrence. Il nous reste à traiter alors le terrain, à prendre soin des liens familiaux en amont et, si nécessaire, en aval. Je conclus donc, passant sur un certain nombre de choses que j'avais à vous dire. L'erreur serait de croire au déclin de l'humanité en même temps qu'au déclin du père et de la religion. Dostoïevski interroge « Si Dieu est mort », je crois que c'est dans les frères Karamazov, « Si Dieu est mort, tout devient-il possible ?» Non, c'est au nom de Dieu
et de tout dogme qui en tient lieu, que tout s'est avéré possible, y compris le pire. Nous avons donc, nous, les psys, à porter au zénith la valeur humanisante de la limite, non pas pour restaurer nostalgiquement un nouvel ordre, mais comme condition de la liberté de désirer, dans une altérité générationnelle et subjective pacifiée. Alors c'est à cette éthique du désir que la psychanalyse invite et que nous avons, d'une part, à initier les adolescents, éthique du désir articulée au point nodal de la limite, donc à initier les adolescents, non pas à l'âge des possibles, mais à l'âge de la confrontation à l'impossible, et à soutenir les parents dans la responsabilité qui leur incombe, et, pour le dire joliment, comme le dit joliment Pierre Legendre, responsabilité qui est de transmettre la limite. Je vous remercie de votre attention.